Bonjour Cindy. Bonjour Damien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Collègue, on écrit un livre qui s'appellera le Handbook de We Love Devs, d'accord. Et on veut savoir ce qui rend les développeurs heureux, d'accord. On a une enquête anonyme auquel répondent les gens qui écoutent ce podcast-là, où il y a déjà plus de 500 répondants et on veut chercher à avoir 1 millier de répondants pour avoir quelque chose de complet. Et je reçois des invités pour leur poser des questions et aller plus loin sur des sujets. Et aujourd'hui, avec toi, on a plein de sujets sur lesquels on veut aller plus loin. En particulier, dis-moi quel sujet te fascine le plus, ou dans tous les sujets qu'on a évoqués en prépa avant, lequel tu retiendrais? Moi, je suis très intéressée par la diversité dans les milieux tech, l'inclusion surtout, tout ce que les communautés tech peuvent apporter, comment est-ce qu'elles peuvent s'ouvrir à des personnes différentes, et puis aussi comment est-ce que les personnes majoritaires peuvent s'inscrire dans ces combats-là. C'est vrai qu'à la base, tu avais réagi à un de mes articles sur la discrimination positive. Hein. Oui, c'est ça. Comme ça. Je viens de raccrocher que maintenant, alors que ça fait 20 minutes qu'on discute. C'est bien. Ok. Du coup, Cindy, c'est quoi un dev en 2021 d'après toi? Un dev en 2021, c'est un peu comme un dev en 2017, 18, 19, 20. Donc, une personne qui donne des instructions à une machine, qui transforme des règles métiers, qui les interprète. Mais je vois aussi ça comme une personne qui s'interroge beaucoup sur le sens du travail, le sens de son travail, sur sa place dans la société avec tous les challenges qui explosent à gauche à droite dans le domaine du numérique. C'est quoi ton parcours à toi, pour que les gens qui nous écoutent puissent se rendre compte? Ça fait combien de temps que tu codes? Ça fait combien de temps que tu es en poste? Alors moi, j'ai un parcours qui est à la fois bizarre, mais à la fois commun. Moi, je viens pas du tout des milieux tech à la base. J'ai fait une fac d'histoire de l'art. Parce que j'aimais bien ça, l'art contemporain en particulier. Et puis après quelques expériences dans le domaine de la culture, et voyant que ma carrière ne décollait absolument pas, ne décollait pas du tout, j'ai décidé de me tourner vers les milieux tech. Moi, j'étais déjà basée à Paris. Donc j'étais super enthousiaste quand je voyais ces milieux super dynamiques, les startups, venez comme vous êtes, etc., etc. Du coup, j'ai occupé des postes dans des services clients, dans des équipes de modération, un petit peu de communication. J'aime à dire que j'étais littéralement un outil, un couteau suisse. Je le vois toujours comme ça, des années plus tard. Et en fait, en 2017, j'ai pété un câble parce que, encore une fois, je n'avançais pas. J'avais l'impression d'être toujours freinée dans mes envies d'en faire plus, d'avoir un impact et d'être challengée intellectuellement aussi. Du coup, j'ai décidé de faire une reconversion. Je savais pas du tout ce que je ferais par la suite, hein, mais je voulais apprendre en tout cas quelque chose de différent. Et je me suis tournée vers la programmation en me disant, c'est une porte d'entrée comme une autre. Et finalement, grosse surprise, j'ai adoré coder. Et du coup, j'ai fait une formation accélérée de 5 mois dans une école, dans la Wild Code School, comme beaucoup d'autres personnes en reconversion. Et après ça, j'ai fait un stage puis un CDD chez Elao Paris qui s'appelle maintenant Fairness, c'est la coopérative Fairness. Après ça, j'ai fait une pause de voyage, d'apprentissage, parce qu'en fait maintenant j'ai un profil beaucoup plus autodidacte qu'autre chose. Après ça, je suis entrée dans une boîte dans laquelle je suis pas restée longtemps, une société d'advertising qui n'existe plus maintenant. Et je suis restée 2 mois là-bas, je m'ennuyais, j'apprenais rien. J'adorais mes collègues, mais voilà, peut mieux faire. Et du coup, je me suis retrouvée dans l'équipe tech d'Open Classrooms en tant que développeuse back-end. Et c'était pas un environnement pour moi non plus. du coup, je suis officiellement sans emploi depuis l'été dernier ou le printemps dernier, depuis 2020. Et en fait, il s'est passé tellement de choses. Hein, l'actualité est carrément chaude pour tout le monde.
Et voilà, je me suis beaucoup interrogée et aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de partager mon temps entre mon métier de développeuse en tant que freelance et aussi j'ai envie de continuer de donner des talks, continuer d'aider des personnes en reconversion, écrire, contribuer à ma façon à tout ce qui se passe. D'accord, attends, c'était super complet, tu as répondu à la question en entier. Je suis curieux, Open Classroom, ça a l'air chouette, il y a les vacances illimitées. Ouais, mais est-ce que je peux profiter de mes vacances illimitées, même si sur le papier elles sont illimitées? Ça, c'est la grande question. En fait, moi, quand je suis entrée dans cette boîte, j'étais très contente de rejoindre une entreprise avec une mission, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une entreprise à mission. Et j'ai trouvé ça très séduisant. L'éducation, c'est une problématique qui intéresse tout le monde, mais qui concerne tout le monde. Donc moi, j'ai trouvé ça cool. Après, le souci pour moi, ça a été une organisation qui ne me correspondait pas, une culture qui ne me correspondait pas, un rythme de travail qui ne me correspondait pas. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'il en est. Peut-être que c'est mieux et plus acceptable pour les profils comme le mien, pour les personnalités et les particularités comme les miennes. Mais à l'époque, j'ai dû beaucoup me tordre et enfin jusqu'à la démotivation qui a été plutôt apparente. Ah, ok. Et alors du coup, c'est quoi une culture d'entreprise qui te plaît ou une organisation qui te plaît? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des valeurs qui sont fortes et qui sont honnêtes. Je sais que c'est très compliqué pour une entreprise qui s'en fout de ses salariés d'afficher on s'en fout de nos salariés mais venez quand même chez nous. Donc c'est toujours beaucoup mieux de dire mais on est super ouvert, on respecte les salariés, on veut les motiver, qu'ils se sentent valorisés, etc. C'est beaucoup mieux de dire ça. Moi, ce que je trouve très important, c'est d'être qu'il y ait une sorte qu'il y ait une adéquation en fait entre les valeurs affichées et ce qui se passe réellement. Encore une fois, le but c'est pas de se tirer une balle dans le pied, mais d'être honnête. Et s'il y a des changements à faire, engager ces changements. Donc ça, c'est important pour moi. Être dans une entreprise qui est ouverte à certains types de changements, qui ne sont pas faciles, qui sont inconfortables, mais au bout d'un moment, si on veut continuer d'avoir l'air cool, il faut travailler de ce côté-là. Donc ça, c'est important pour moi. Le rythme de travail est important aussi. Voilà, le fait de pas se sacrifier sa santé physique, sa santé mentale pour le boulot, parce que un boulot n'est censé être qu'un boulot, un moyen de subsistance. À côté de ça, on a nos vies à construire, on a nos projets, on a tout plein de choses à vivre. Et ce qui est aussi important pour moi, c'est l'apprentissage. Déjà en tant que personne en reconversion, alors c'est clairement et c'est évident en fait. Il est important pour moi de me retrouver dans un environnement où j'ai un petit peu de place, au moins un petit peu de place pour apprendre. Et se retrouver dans un tourbillon d'engagement, de responsabilité, de réunion, ça permet pas aux personnes comme moi d'avancer. J'ai même pas envie de parler d'avancer à mon rythme parce que j'avance plutôt vite quand je suis motivée. C'est beaucoup plus être honnête sur ces questions-là et donner cette l'opportunité d'apprendre. Je vais te partager un étonnement qui est... En fait, moi, j'ai l'impression que tu me décris, les boîtes qui te plaisent pas, j'ai l'impression que tu me décris des boîtes parisiennes. Et tu veux pas venir en province avec nous? On est sympa. Hein. On prend le temps et tout. On n'a pas beaucoup de transport, donc on a le temps au bureau de discuter, tu sais. En vrai, tu as déjà travaillé en province ou tu as déjà essayé de travailler en dehors de Paris? Non, du tout, et j'y ai jamais songé à vrai dire. J'ai songé à faire des expériences à l'étranger pour parler une autre langue, découvrir une autre culture, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à travailler en dehors de la région parisienne. Mais après, il y a des villes de taille intermédiaire. En fait, genre, une ville comme Lille ou Lyon, c'est pas aussi grand que Paris. La qualité de vie, elle peut être meilleure et t'as quand même un accès à la culture. T'as quand même une société qui est très active. Tu vois, t'es pas obligé d'aller au fond de la Corrèze non plus. Mais il y a un rythme de vie qui est différent en fonction de la ville, hein, même entre deux capitales, entre Paris et Berlin. Les gens, ils ont pas le même style de vie, tu vois. Ouais, c'est vrai. On m'a dit ça une fois. On m'a parlé de Francfort pour ça.
On m'a dit que les Parisiens travaillent beaucoup et les gens de Francfort, pour le même boulot, travaillent moins, avec des horaires différents et une qualité de vie différente. La région de Francfort est hyper particulière même en Allemagne, parce que les gens ils se déplacent en train de ville en ville très facilement. Tu peux vivre à Cologne, travailler à Francfort sans souci. Et le réseau de train, il est pas hyper centré sur un centre-ville en particulier, et il est très accessible. Tu peux le prendre comme le RER ou comme le TER, tu vois. C'est vraiment agréable de vivre là-bas en vrai. Ok, je vais noter ça. Ok, c'est cool. Et en vrai, en plus, comme t'es free, tu peux essayer de voyager et essayer de vivre régulièrement dans des Airbnb une fois que t'as un peu de l'argent. C'est des choses que t'aimerais faire? Ouais, c'est des choses auxquelles je pense. Moi, j'adore ça, bouger. Bon, c'est pas très original, mais j'adore ça, bouger, voyager. Et puis, en plus, je me suis mise au vélo et j'ai déjà fait des petits voyages en vélo, ce qui est vraiment génial. Ouais, t'as une randonneuse derrière toi dans le cadre. Une quoi? Une randonneuse, c'est un vélo avec un cadre en métal et un cintre course. Ah ouais, alors je sais pas, c'est des gravel, je sais pas si on appelle ça des randonneuses, mais ouais, en fait, il y en a 2 côte à côte, et il y en a un autre aussi au-dessus, mais il se voit pas, un vélo de course au-dessus. Mais oui, moi j'aime de plus en plus faire du vélo, et je trouve ça vraiment top de voyager en vélo. Et ce qui me plairait, c'est vraiment de centrer mon bien-être. En fait, j'adore ça, coder, et je suis hyper contente de faire ça pour manger. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses importantes aussi. Le voyage itinérant et le voyage seul, ça aide beaucoup à se recentrer sur soi-même. Hein, c'est vraiment très agréable. Ouais, c'est génial. Du coup, on a parlé dans quel type d'entreprise tu aimerais bosser. Qu'est-ce qui a déjà changé dans l'IT du coup, c'est assez récent, ça fait 3-4 ans que tu es rentré dans l'IT. Qu'est-ce qui a déjà changé dans l'IT depuis que tu es parmi nous? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mal-être, une sorte de malaise partagé que j'avais pas observé quand je suis devenue dev. Je suis devenue dev j'ai commencé ma reconversion en 2017 et j'ai commencé à vraiment bosser en 2018. Et quand je suis arrivée, j'ai rejoint un environnement qui était plutôt optimiste. Et en fait, en ce moment, ce que je vois et ce que j'entends tous les jours, c'est bon, alors en fait, j'en ai marre, je vais tout plaquer, je vais arrêter de coder, je vais acheter une maison je ne sais trop où, j'ai envie d'être menuisier, j'ai envie d'être bouchère, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. J'ai l'impression qu'il y a une vraie crise que je trouve intéressante. J'ai l'impression qu'il y a une vraie crise et beaucoup de remise en question. Et c'est très surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Tout avait l'air tellement beau, mais je pense que je voyais le milieu aussi avec des lunettes roses et que les devs ne s'exprimaient pas comme ils le font maintenant. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est un mal-être qui est assez généralisé dans la société. Il a une façon très particulière de s'exprimer dans l'IT. Est-ce que tu partages cette intuition? C'est vrai que ce malaise-là est beaucoup plus vaste que l'IT, c'est vrai. Maintenant, moi, ce qui me surprend, c'est la façon dont notre environnement est perçu de l'extérieur et comment est-ce qu'on le vit vraiment. Il y a vraiment un gros gap, en fait, entre nos quotidiens et les problèmes qu'on rencontre au quotidien et la façon dont le reste du monde nous voit. Et je parle même pas d'histoire de profil, de type de personne qu'on peut trouver. Je parle vraiment des gens qui disent ah bah non, c'est génial, vous jouez au travail, tout doit être très plaisant, et puis vous êtes bien payé, et puis tout le monde vous courtise, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose une énorme dissonance. Ah, mais c'est... Et encore, t'as pas vu le mythe du geek. Avant, on était des geeks, hein. On était tous barbus, gros, et on aimait la pizza. Ouais, c'était ça. Mais maintenant, grâce à la culture populaire, entre autres, il y a aussi aux transformations numériques qui s'accélèrent et qui sont beaucoup accélérées aussi depuis l'année dernière, hein, depuis le premier confinement. Là, on se rend compte que tous les devs ne sont pas barbus et fans du Seigneur des Anneaux. Mais il y a quand même quelque chose. Bien, t'as changé mais il y a quand même quelque chose de. On sent qu'on est une meute un peu différente et plus ou moins privilégiée.
Et tu dis, il y a une dissonance sur le fait que déjà, les gens pensent qu'on est généralement bien payé, alors qu'en vrai, c'est pas si facile d'avoir un taf dans l'IT. Toi, du coup, j'ai l'impression que tu as eu la chance de trouver un taf rapidement. Comment ça s'est passé après la Wild? Après la Wild, j'ai fait comme les autres camarades, j'ai commencé à poster vite fait des demandes de stage, et finalement, je suis passée par mon réseau. Je suis passée par mon réseau pour trouver ma première expérience. J'ai eu du pot parce que ça s'est plutôt bien passé au début, et du coup, j'ai pu rester plus longtemps. Et après, par la suite, ayant fait une pause et étant un petit peu décalée par rapport aux attentes du milieu du travail, j'ai dû pas mal travailler toute seule. J'ai dû beaucoup apprendre toute seule. Je me souviens notamment de tests techniques que j'ai passés une fois un QCM sur PHP 7 avec des trucs complètement obscurs que personne n'utilise, et en fait ça m'a mis une claque, et je me suis dit ok, le niveau est quand même très très élevé et il y a un problème dans la manière dont ce questionnaire est fait. J'ai su par la suite que c'était en fait un prestataire qui l'avait composé pour la recruteuse concernée, donc il y avait un problème, mais je me suis dit oula, en fait il faut que j'accélère. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a aidé. En fait, me retrouver à réapprendre des choses à 29 ans alors que j'étais pas allée à l'école depuis des années, ça m'a forcé à apprendre de nouvelles méthodes pour moi. Ça m'a motivée à m'accrocher et à continuer à apprendre. Et c'est ça qui m'a aidé à trouver du boulot derrière. C'est faire de la veille, et aussi poser des questions, surtout poser des questions, demander un petit peu d'aide aux personnes qui sont un peu plus expérimentées. Du coup, je me suis demandé à interroger des personnes qui ont des profils entre guillemets traditionnels, des gens qui ont fait des écoles d'ingé, des gens qui ont fait des écoles d'info, etc. Mais ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a fait grandir, et maintenant je suis un peu plus capable de savoir qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce qu'il est important d'apprendre, qu'est-ce que je dois placer en priorité dans tout ça. En fait, est-ce que tu considères que tu es éloquente? Oui. Est-ce que tu penses que ça a fait une différence quand tu as cherché du travail pour être dev? Oui. Oui, ça m'a beaucoup aidé, parce que déjà je me préparais quand même pas mal pour mes entretiens. Ça m'aide beaucoup. Déjà le fait de faire des recherches sur la boîte, et aussi de trouver l'espèce de, comment est-ce qu'on appelle ça, en fait, le vocabulaire commun. Comment est-ce que je rejoins la personne que j'ai en face de moi, sans avoir à compromettre mes valeurs d'entrée de jeu, mais comment est-ce qu'on fait pour se rejoindre, comment est-ce qu'on se comprend. Le fait de décrypter des annonces d'emploi avec des stacks monstrueuses qui ne veulent pas dire grand-chose d'ailleurs, mais le fait de déchiffrer ces choses-là, de regarder ce que disent les employés de ces boîtes-là dans leur talk, ou alors ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils racontent sur Twitter ou autre, ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment trouver ce vocabulaire-là et comprendre comment est-ce qu'on peut se rejoindre, ça m'aide beaucoup. Et puis derrière, j'ai appris à vraiment structurer ma parole, savoir comment me présenter, et aussi définir mon profil. Par exemple, dans mes entretiens d'embauche pour rejoindre Open Classroom, ça m'a énormément servi d'arriver et d'être très structuré et dire voilà ma culture dev, voilà comment est-ce que je vois les choses pour moi, voilà comment est-ce qu'on peut se rejoindre. Je réfléchis, parce que l'éloquence, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas quand on cherche travail et qui pose problème. Et en fait, dans ta réponse, tu donnes des pistes, parce qu'en fait, même si tu es pas, même si tu es pas clairement éloquent, tu peux quand même travailler tes réponses, chercher le vocabulaire commun. C'est vraiment des bonnes pistes pour développer, et en faisant cet exercice-là, on devient éloquent, quoi. Donc c'est vraiment une bonne piste. Merci. De rien, c'est gratuit. Et qu'est-ce que tu voudrais changer dans l'IT aujourd'hui? Ce que je voudrais changer, c'est les questions de culture en général. Moi, je m'intéresse, comme je l'ai dit, énormément aux questions de diversité, de représentation et d'inclusion, parce que je suis
On suppose, en tout cas, que je suis directement concernée. À mon avis, ça concerne tout le monde. Et ce sont des questions qui ne sont pas uniquement humaines. C'est des questions qui vont aller jusque dans la technique. On a plein d'exemples tout le temps, de contre-exemples justement, qui prouvent qu'il faut qu'on se pose ces questions-là et qu'on essaye de faire des efforts. Ce que je vois en ce moment, c'est que même s'il y a des frictions et même si parfois les discussions sont pas apaisées, même s'il peut y avoir de la violence, il y a quand même une envie de comprendre. Et ça me motive beaucoup. C'est ce que je me dis quand je me connecte sur Twitter et que je vois qu'on m'a encore laissé un commentaire de mauvaise foi ou que je suis face à un interlocuteur qui ne se rend même pas compte de son propre racisme ou de son propre sexisme. Je me dis d'un côté que c'est pénible, mais d'un autre, je me dis ok, ça, on y est, on a ouvert quelque chose et on va sans doute dans le bon sens en ouvrant ces choses-là. Donc moi, j'aimerais bien qu'on continue dans cette voie-là, qu'on continue de discuter ouvertement de ces choses-là, même si c'est difficile, même si c'est douloureux et même si c'est inconfortable. Il faut qu'on puisse parler de ça, il faut qu'on puisse avancer et il faut qu'on reconnaisse que c'est le problème de tout le monde. Je crois alors de tout le monde. On va ensuite dans tous les sens. Et par où on commence du coup? On peut commencer par. Je peux parler de mon expérience. Vas-y. Ouais. Non, mais par où on commence? Si ça commence par tout le monde, si ça concerne tout le monde, on commence par où? Mais du coup, si tu veux, on peut commencer par toi, tu vois. Moi, ça me va. Hein. Ouais, c'est peut-être le plus simple en fait pour savoir où on va. En fait, moi, je me suis très souvent retrouvée la première et ou la seule. La première et ou la seule femme, la première et ou la seule femme noire, la première et ou la seule femme noire issue d'un milieu populaire, pour ne pas dire pauvre. Et en fait, souvent, pendant les entretiens, j'ai remarqué que je passais pour une sorte de licorne et de personne qu'on aime bien montrer. Aujourd'hui encore, il y a pas mal de personnes qui se donnent des tapes dans le dos parce qu'ils ont été cool et gentils avec une professionnelle de la tech. Ce que je trouve absurde. Mais à l'époque, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était une forme de gentillesse et de vraie bienveillance, entre guillemets. Mais en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était plutôt une forme de paternalisme, une forme de condescendance. Les personnes concernées ne se rendent pas compte. Je pense parce qu'elles n'ont jamais eu à réfléchir à ces choses-là. C'est les gens de la majorité, donc des hommes blancs, plutôt qualifiés et pour certains qui viennent de milieux plutôt privilégiés. Donc moi, je me suis retrouvée là à être la seule et la première et je me disais chouette, je suis la seule ou la première. Sauf que derrière, j'avais pas compris que je restais une femme noire. Je suis une femme noire dans la société et du coup, je suis une femme noire aussi au boulot. Et de ce fait, il était impossible pour moi de commettre certaines erreurs sans me prendre des gros disques dans la figure. Il était impossible pour moi de venir comme j'étais parce qu'il fallait quelque part que je m'efface. On me voyait beaucoup parce que j'étais différente et il fallait que je rentre dans le moule. Et ça a donné lieu à beaucoup d'expériences difficiles et douloureuses. J'ai un CV génial avant le dev, même pendant. Je suis très fière et je revendique mes expériences. Mais j'ai un CV qui est cool. Je suis passée par des boîtes qui sont cool et très aimées et qui ont révolutionné des usages et tout ça. Mais il faut aussi se dire que je suis jamais restée très longtemps dans ces boîtes. Parce que très vite ma différence a pris le pas sur mes compétences, sur ce que je valais. Moi, j'ai jamais pensé que je ne valais rien. J'ai toujours cru dans mes compétences et
et, et dans mon talent et tout ça. En revanche, je me suis retrouvée face à des personnes qui, malheureusement, à cause de leur biais racistes, sexistes, classistes, tout ce qu'on peut imaginer, des personnes qui en avaient des comportements clairement violents. Et moi, à chaque fois, je me suis sentie exclue. Et donc, soit j'ai été carrément exclue, donc je suis virée, on renouvelle pas mon CDD. Avec tout plein de discussions stériles, des managers qui disent de moi que il y a quelque chose de bizarre dans mon assurance, que ça doit cacher quelque chose. Des personnes, oui, des personnes qui disent que je suis une personne agressive et immature et j'ai besoin de voir un spécialiste. Des personnes qui décident de me donner exactement la même prime qu'un de mes collègues alors que j'ai des meilleures performances que lui. Mais bon, faut être gentil avec lui. Après tout, il a fait des efforts. Voilà, je me suis retrouvée dans plein de situations folles et encore je raconte pas tout parce que voilà. Et en fait, j'ai découvert par hasard que j'étais pas la seule. D'accord. Voilà, je me suis rendu compte que qu'en fait ça venait pas du tout de moi, Cindy Liwenge, mais en fait ça arrive à beaucoup d'autres personnes. L'année dernière, au mois de juin, il y a eu tout plein de discussions sur le racisme dans nos sociétés, surtout suite à l'affaire George Floyd. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sociétés de la tech et aussi des acteurs français de la tech, des personnes importantes dans les communautés, qui ont posté des carrés noirs et des Black Lives Matter. Et j'étais verte. J'étais vraiment blasée et furieuse. Parce que je me suis dit ok, donc c'est bien de mettre un carré noir et d'écrire Black Lives Matter parce que bon c'est en anglais et puis c'est des Américains et puis le problème est différent avant, etc. Mais en attendant, est-ce que dans l'écosystème français on n'a pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas des carrières qui sont détruites à cause de ça? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes différentes qui renoncent à faire carrière dans nos milieux à cause de ça? Ben, s'il y en a. Moi, je discute avec certaines de ces personnes qui me disent « j'ai envie d'arrêter ». Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'en ai aucune idée, parce que me pose pas la question. C'est une question rhétorique maintenant, et du coup, il faut que tu y répondes, ou tu donnes des éléments de réponse. Ah ouais, mais j'en ai plein. Déjà, je pense que la première chose, c'est accepter de pas être à l'aise. Et ça, c'est à l'adresse des personnes qui font partie de la majorité. Je m'explique. Avec un exemple. Il y a quelques années, j'étais dans une boîte où j'étais pas développeuse, mais il y avait une femme dans l'équipe tech. C'était la seule femme dev, plutôt. La seule femme développeuse. Et en fait, elle était d'origine nord-africaine et des collègues adoraient faire cette blague de hahaha, t'es vraiment une beurette à chicha. Et ils arrêtaient pas. C'était chaque fois la beurette à chicha, la beurette à chicha. Ils avaient même appris l'expression à un collègue résident français mais étranger, donc qui n'était pas francophone de base, lui-même qui ne comprenait pas les nuances de la langue et qui pensait que c'était juste une bonne blague. C'est harcèlement. On peut sans doute qualifier ça de harcèlement. Il n'y a pas de moment où il y a un consentement, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Après, le problème là-dedans, bon après, enfin voilà, je raconte ça, je ne suis pas toute propre non plus ni parfaite là-dedans. Moi, en tout cas, c'était pas acceptable. Clairement, ça ne l'était pas. Et en plus, c'est quelqu'un qui derrière a vécu d'autres types de harcèlement au boulot aussi. Elle était mal à l'aise. Et il n'y avait pas grand monde pour la défendre et pour l'aider. Donc en fait, tout le monde se marrait et tout le monde était content et tout le monde trouvait ça amusant pendant les pauses déj, mais elle n'était pas à l'aise. En revanche, quand moi, lors d'une expérience professionnelle, j'ai parlé des problématiques de racisme et de sexisme dans les milieux de la tech, eh ben en fait, j'ai bien vu que j'ai mis mal à l'aise un de mes managers, homme blanc, qui avait recruté plusieurs personnes, donc des personnes noires, etc. Et en fait, qui avait l'impression d'avoir fait son boulot,
Et en fait, derrière, il n'avait absolument pas compris l'enjeu de nous recruter, de bien nous inclure dans l'équipe. Donc, il était archi mal à l'aise. Sauf que la différence entre ce qu'avait vécu mon ancienne collègue et ce que j'ai vécu moi, c'est que elle était dans le malaise comme la plupart des personnes minoritaires sont dans le malaise. En fait, tous les jours, au travail, on peut être confronté à des remarques stupides comme beurre et ta chicha. En revanche, mon ancien manager, qui a entendu ce que j'avais à dire sur le racisme et le sexisme dans les milieux, lui, il était mal à l'aise, mais il n'avait pas l'habitude d'être mal à l'aise. Donc, c'était une sorte de violence pour lui. Et en fait, moi, je crois qu'il est important que tout le monde accepte, enfin, pas les personnes minoritaires, mais les personnes majoritaires, qu'elles acceptent, que vous acceptiez d'être mal à l'aise quand on parle de ça. C'est normal d'être mal à l'aise, parce que c'est des questions qui touchent des choses très intimes. En fait, personne n'a envie qu'on qualifie son comportement de raciste. C'est un terme qui est tellement moche, c'est un concept, une idéologie, un système qui sont tellement horribles que, bien évidemment, si quelqu'un me dit que j'ai été raciste ou que mon comportement ou des termes ont été racistes, bien sûr que j'aurai les boules. C'est pas agréable et c'est dur à entendre. Mais le problème, c'est que si on se remet jamais en question et si on n'accepte pas les remarques des autres, bon, on peut jamais avancer. Si on n'accepte pas d'être un peu mal à l'aise, on peut pas avancer. Et aussi, je trouve que ce sentiment, être mal à l'aise, c'est parfois le début de l'empathie. C'est une chose, c'est pas la même forme de malaise d'un côté ou d'un autre, hein, clairement. Mais si on accepte d'être mal à l'aise et qu'on ne réagit pas de manière violente, quand on comprend qu'il ne s'agit pas d'attaque, mais d'aborder des sujets qui sont moches, bon, on peut peut-être aller dans le bon sens et se remettre en question. Moi, tous les jours, je suis mal à l'aise. Tous les jours. Soit parce que je tombe sur, je sais pas moi, comme hier, un serveur d'un restaurant qui m'a confondu avec une autre cliente noire et qui du coup au début m'a donné une addition qui n'était pas la mienne. Moi, ça m'a foutu dans le malaise. Et puis après, quand j'ai dit au restaurateur que c'était pas moi et que j'avais pas pris une pinte mais un Coca-Cola, il savait pas trop où se mettre, mais ça s'est très bien passé. Il a très bien compris son erreur et il savait d'où elle venait cette erreur. Et tout allait bien. Il n'a pas pété un câble, il s'est pas dit que j'étais horrible, il m'a pas traité de je ne sais trop quoi. Tranquille. C'est excusé quand même. C'est excusé gentiment ou pas? Ah oui, il a dit pardon, je vous ai confondu avec les dames. Ah ouais, je sais. J'avais compris. Bon, en vrai, même moi, je suis pas super à l'aise sur l'entretien, mais je suis plus content parce que toi, t'es à l'aise en fait. Et du coup, je me sens considéré. Ça veut dire que t'es OK pour parler avec moi de ces sujets-là. Donc, effectivement, je suis pas forcément ouf de à l'aise, mais ça m'a l'air normal, tu vois. Ça me choque pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment. Vraiment juste se parler et accepter certaines choses. Moi, j'ai pas toujours été capable d'aborder ces sujets-là, mais ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été d'avoir du temps pour moi, de discuter avec d'autres personnes qui vivaient les mêmes choses que moi, et aussi de comprendre qu'en fait, c'est un problème de société. Donc c'est pas un truc individuel, c'est pas genre toi un matin tu te réveilles et tu dis ouf. Je pense que je vais prendre la tête de ma collègue aujourd'hui, là. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Et ça, j'ai accepté. Même s'il y a des choses, des comportements, clairement, que je n'accepte pas parce que, enfin, voilà. Mais je pense qu'il est important de discuter. Ouais. Aussi. En vrai, je suis en train de réfléchir, de repenser à plein de mes conversations. C'est pour ça que je suis en vrille. T'as l'espèce de flashback où tu revois des choses et tu te dis « Oh mince !» Non, c'est pas « Oh mince !» en fait, si tu veux, c'est que le truc, c'est que beurre de chicha, c'est vraiment grave. Tu vois, ça me paraît évident que c'est grave. Et en fait, ce qui m'énerve ça m'énerve, mais au sens révolté. Et ce qui m'agace au quotidien, c'est toutes les fois où en fait c'est des petits trucs et où c'est normalisé, où c'est banalisé. Tu sais, genre, par exemple, c'est revenu récemment dans une conversation qu'il y avait, à un moment dans mon éducation très correcte, etc. Il y avait dans le corps enseignant un élément qui était gênant envers les filles, tu vois. Et mes potes mes amis filles étaient déjà désensibilisés à 18 ans, tu vois. Ça leur paraissait normal, tu vois. Et ça, moi aujourd'hui, donc il y a 5 ans, je m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, je m'en rends compte, ça m'énerve.
Et des fois, j'en veux même à mes potes filles parce que elles ont l'air de dire que c'est normal et que c'est pas grave, tu vois. Et je me sens mal à l'aise, du coup, d'en parler et de le dénoncer un peu, tu vois. Ouais, du coup, par où, donc, en parler et accepter d'être mal à l'aise, c'est déjà commencé à aller dans le bon sens, à avancer. Oui, juste l'accepter, même si c'est pénible, hein, personne n'aime ça. Se sentir se sentir mal à l'aise, c'est jamais très agréable, mais juste l'accepter, que ça va pas être facile, c'est une première chose. Et ce que tu dis, l'exemple que tu cites sur certaines femmes qui du coup internalisent ces comportements-là, hein, qui se disent c'est normal, tranquille, qui vont beaucoup relativiser. C'est comme ça qu'on est éduqué, hein. Je me rappelle d'un jour quand j'avais 16 ou 17 ans. En fait, j'étais dans cet âge où les femmes, les jeunes filles et les jeunes femmes sont très sollicitées par des hommes adultes. En fait, il y a une espèce de période de nos vies où entre 12 et peut-être 24 ans, nous sommes les proies des prédateurs, hein, clairement. Et en fait, je me rappelle un jour où je suis rentrée en larmes chez moi parce qu'un type m'avait encore suivi, je crois. Du coup, j'étais super mal, j'avais très peur et j'étais pas bien dans ma peau et je suis rentrée à la maison et j'en ai parlé à ma mère. Et en fait, elle m'a dit écoute, qu'est-ce que tu peux y faire? Et on a beaucoup été éduqués comme ça. On nous a beaucoup dit c'est comme ça, les garçons sont comme ça, les hommes sont comme ça, les filles et les femmes sont ainsi, il faut l'accepter. Et en fait, il y a cette espèce de statu quo et pour survivre, en fait, on peut se dire tant pis et on peut relativiser. Sauf que c'est horrible et que bon, ça tue certes, mais ça nous ruine nos vies en fait, et ça ruine nos chances de construire un projet ensemble. Mais c'est une technique de survie comme une autre. Et le cerveau aussi joue beaucoup de tours. Le cerveau parfois nous donne cette porte de sortie. Tu te sens pas bien? Écoute, on va faire comme si c'était normal. Et puis ça ressortira un jour quand tu auras 50 ans, que tu boiras un café quelque part, mais mais voilà, accepte-le. Et c'est très délicat. Et en plus, toi, te retrouver à être la personne qui se dit qu'il y a quelque chose qui va pas, ça doit être très difficile et c'est compliqué en fait. C'est très très compliqué comme situation pour toi. Est-ce que toi, tu peux aller voir ces femmes et leur dire non mais attendez, vous avez déjà entendu parler de féminisme? Ça peut paraître super déplacé. Complètement. Je me suis déjà envoyé balader largement et très violemment. Hein. Tu vois, typiquement, la discrimination positive, le fait qu'on en ait fait un tout petit peu, il y a des femmes qui me le reprochent. Et quand c'est mes amis, je peux avoir une conversation avec, tu vois. Je pense à une de mes amies qui me dit non mais moi Damien j'ai jamais eu de soucis pour trouver du taf alors que je suis une femme. Je lui dis non mais en vrai tu m'as dit que ton premier stage tu l'avais eu par piston avec ta tante, tu vois. Et je me rappelle pas le job que t'as de directrice aujourd'hui, je me rappelle pas qu'il y ait eu une annonce et une compétition. Elle me dit ouais mais moi c'était une opportunité qu'on me recrute pour ce poste. Je dis ouais mais en fait on n'est pas tous égaux en termes d'opportunités, tu vois. Et donc avant de me dire il y a un check sur privilège à avoir, tu vois, et les femmes qui me rentrent dedans quand je parle de féminisme, souvent elles ont eu des privilèges et elles les ont pas encore assez acceptés, quoi. Dans ce que tu dis aussi, je me rends compte qu'on n'est pas à l'aise avec il y a une notion de malaise avec le discours des victimes de manière générale. Et c'est pour ça que le victim blaming ou le victim bashing, ça a l'air vraiment plus facile les trois quarts du temps, quoi. Ouais, tout à fait. C'est en fait c'est toujours plus facile de dire oui mais bon quand même c'est pas si grave, ou alors de dire oui mais bon t'es pas non plus parfaite, tu n'es pas la blanche colombe, c'est quoi cette forme d'attitude victimaire comme je lis et l'entends souvent. C'est vrai que c'est toujours on en est toujours au même point où les personnes qui sont victimes de ces choses-là doivent se justifier à mort. C'est complètement cliché, mais c'est comme une femme qui raconte qu'elle a été agressée et puis on va lui demander comment elle était habillée. C'est malheureux, mais on en est encore à poser ce genre de questions. La différence entre avant et maintenant, c'est que on a beaucoup plus de clés pour expliquer tout ça.
grâce à des gens sur Instagram ou sur TikTok ou même sur Twitter qui font ce boulot de vulgarisation, on comprend de mieux en mieux ce qui se joue. Maintenant, je sais que tout le monde n'a pas envie de faire cet effort, ne serait-ce de regarder une vidéo TikTok qui explique en 20 secondes qu'est-ce que ça veut dire la discrimination positive et pourquoi ce n'est pas du sexisme inversé, etc., etc. La dernière fois que j'ai vu du victim bashing en grand, c'était un bus qui me disait que si je mettais pas mon casque, j'allais mourir à vélo, quoi. Je me suis dit, merde. La campagne de la sécurité routière, elle était quand même bien dégueulasse. Hein. Et la mettre sur des bus, alors que les bus, ils tuent des gens, c'était quand même bien une connerie, quoi. C'est très ironique. C'est hallucinant. Non, mais oui, c'est vrai qu'en fait, on a cette manière de responsabiliser les mauvaises personnes. En fait, c'est la faute. Alors déjà, on aime trop dire c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, et en fait, on regarde pas tout ce qui se produit et comment les choses se produisent. En fait, c'est toujours c'est la faute de trucs, c'est la faute des bidules, et c'est souvent les personnes qui subissent qui se retrouvent responsabilisées. Genre moi, je suis cycliste. Pardon, mais si jamais je me fais cartonner cet après-midi, genre derrière chez moi, avenue Gambetta, en fait, ma mère va pas m'envoyer un SMS disant « Mais en même temps, c'était quel genre de vélo ? Et est-ce que t'as pas grillé un feu ?» En fait, non, je suis une cycliste, je suis vulnérable sur la route. J'ai été renversé à vélo, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais t'allais vite à ce moment-là, non ?» Non, mais... Oui, j'allais vite, j'allais à 30 km/h. Et alors, c'est limité à 30. Non, mais c'est carrément ridicule. Mais oui, il y a un gros truc là-dessus, mais c'est comme quand j'ai commencé à parler de mes expériences, les expériences du racisme et du sexisme dans le milieu sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est pas forcément les gens qui disaient que, je cite, je vois du racisme et du sexisme partout. Ma vie est géniale. Non, moi, ce qui m'a plutôt surpris, c'est les personnes qui m'ont dit « Non, mais les gens comme ça, t'as qu'à les envoyer chier. » Mais en fait, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Moi, je peux pas aller au boulot et puis regarder mon N+1 ou N+2 dans les yeux et lui dire « Au fait, je trouve que tel comportement, c'était vraiment inapproprié et vraiment très sexiste. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle ou alors il faudrait peut-être que tu y réfléchisses. » Déjà, premièrement, c'est impossible de faire ça. Il va forcément y avoir... Enfin, je vais forcément avoir des problèmes. Ensuite, c'est impossible de parler aux ressources humaines. Parce qu'on sait très bien, comme beaucoup de départements de ressources humaines se comportent aujourd'hui. En fait, c'est des gens qui s'occupent de plein de choses administratives, mais qui, derrière, protègent surtout les organisations et pas suffisamment les employés. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Finalement, moi, je ne suis qu'une employée. Je ne suis qu'une simple employée au croisement de plusieurs groupes minoritaires. Donc, quel pouvoir j'ai là-dedans ? J'en ai pas. Une fois, je me suis fâchée parce que quelqu'un qui devait être mon supérieur, je sais toujours pas quelle place il avait vraiment dans cette boîte, mais en fait, il avait été particulièrement agressif sur Slack. Et en fait, ça m'a fait monter dans les tours. Ça a été le truc de trop pour moi. Et en fait, finalement, j'étais un peu le problème. Et puis, il fallait pas trop en parler non plus. Et c'est ça, en fait, le milieu du travail et le milieu de l'IT aussi en France. C'est vraiment... en fait, chacun doit rester à sa place. En revanche, si un employé est victime de harcèlement ou autre, là, c'est sa faute, il est responsable, il faut qu'il gère tout seul. C'est vraiment très, très hypocrite. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est des garde-fous dans les boîtes. Pour moi, on ne peut pas avancer sur ces questions-là. Bon, là, j'ai parlé de harcèlement, mais voilà, quand c'est caractérisé, quand il y a des questions de racisme et de sexisme, là, c'est clairement pire. Mais à mon avis, il faut qu'il y ait des garde-fous, peut-être des organes indépendants. Il faut, à mon avis, réfléchir à des modèles pour veiller à ce que les changements se fassent vraiment. Parce que en tant que salarié, on peut compter sur qui ? Dans l'histoire autour d'Ubisoft, que j'ai beaucoup analysé, et sur laquelle on a reçu des intervenants aussi, il y a un truc qui me choquait aussi, c'était déjà le fait que les syndicats parce que chez Ubisoft, c'est le jeu vidéo, il y a des syndicats de jeux vidéo qui sont très puissants, et ils ont été complètement étouffés. Et on leur faisait pression pour pas qu'ils se syndiquent. Et alors qu'en fait, les syndicats, pour moi, ils font partie de la solution. Ça doit être un garde-fou, justement, parce que tu peux pas parler au RH, parce que leurs intérêts sont pas exactement alignés avec les tiens. Alors qu'un syndicat salarié, normalement, il a des intérêts alignés avec les tiens. J'ai l'impression que ça fait partie de la solution qu'il y ait plus de syndiqués ou de syndicats salariés dans la tech.
je comprends pas pourquoi la solution n'est pas si évidente que ça pour tout le monde. Je sais pas si toi, tu y avais déjà pensé. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai déjà pensé, mais pour le coup, j'ai pas trouvé pour le moment de vrais retours d'expérience concrets là-dessus. Je sais qu'il y a des syndicats dans la tech, je sais qu'il y en a qui sont actifs, mais pour le moment, j'ai pas vraiment j'ai eu zéro retour d'expérience concernant des personnes qui comment ont vécu du harcèlement, etc. Donc je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais moi je vois ça comme une chose à essayer. Si le plus important, c'est de ne pas se trouver dans des conflits d'intérêts. Je veux dire, moi, si jamais je décide de m'engager de cette façon, mon but, c'est pas de sauver la face de ma boîte, en fait. Il faut qu'il y ait une forme d'indépendance. Et je suis pas sûre, je sais pas du tout si c'est possible ou pas d'être bien indépendant dans ces conditions. Les syndicats, ils sont transverses aux entreprises. Le syndicat du jeu vidéo, il est transverse à toutes les entreprises du jeu vidéo. Et le syndicat du jeu vidéo, il existe en particulier parce qu'il y a la culture du crunch dans le jeu vidéo. Et c'est vraiment le seul contre-pouvoir. Hein. C'est que les salariés, ils se mettent tous ensemble pour dire, bah non, c'est pas normal qu'on bosse 70 heures, en fait. On devrait bosser 35 heures comme tout le monde. Mmh. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait partie de la solution. Après, de manière générale, d'en parler plus, c'est une solution. Ok, c'est cool. On arrive à la fin du podcast, en fait. C'est quoi l'ingrédient du bonheur? Qu'est-ce qui est indispensable dans une boîte pour toi pour que tu sois heureuse? Des safe space, comme on dit. Donc, des environnements où je puisse m'exprimer ou des cadres. Ça peut être une discussion Slack, ça peut être des réunions, des meet-up internes, ça peut être n'importe quoi. Mais au moins... des espaces où on puisse discuter de ces questions-là, des garde-fous comme je l'ai dit, pour veiller à ce que la feuille de route diversité, inclusion, etc. soit respectée. C'est mieux que si je suis pas la seule, si je suis pas toute seule. Mais on peut pas tout avoir. Hein. Je suis une minorité, mais en nombre aussi, donc on peut pas non plus tout avoir. Ouais, il y a aussi une ouverture sur nos écosystèmes. Moi, j'ai eu de la chance de passer par des boîtes qui valorisaient toutes les productions de l'open source. Je pense que c'est important de se retrouver dans ce genre d'environnement qui valorise ça et qui paye aussi pour l'open source. Ça, c'est bien. Est-ce que tu peux expliciter c'est quoi les garde-fous? Parce que moi, j'en ai déjà vu, parce que j'ai travaillé avec des boîtes où il y en avait. Et imagine une boîte où il n'y en a jamais eu, où les gens ils savent pas ce que c'est. À quoi ça ressemble un garde-fou? Moi, j'ai déjà vu ce qu'on appelle, je crois que c'est des CSE ou quelque chose comme ça. Des CSE? Des CSE, c'est ça. Qui avaient cette fonction-là, même si finalement ils n'avaient pas un pouvoir de fou malade, mais ça pouvait plutôt servir. Maintenant, je n'en vois pas d'autres. Moi, ce que je vois, c'est que les garde-fous, c'est plutôt des personnes extérieures, comme des coachs, des personnes qui animent des ateliers, ce genre de choses. Malheureusement, c'est pas des personnes qui peuvent remplir leurs devoirs entièrement parce que c'est des gens qui sont là pour une mission pendant quelques temps et qui gagnent de l'argent comme ça, donc ils peuvent pas non plus tout dire et tout faire. Mais je pense que ça peut aider, ça peut, comme on dit, libérer la parole, ça peut donner du courage, le courage d'exprimer son mal-être et aussi le courage de changer. Je comprends. Le garde-fou, il doit être extérieur et il doit être public, si je comprends bien. Ouais. En fait, par exemple, sur un autre sujet, un garde-fou, par exemple, nous, on a un commissaire aux comptes dont le mandat est public, tu vois, et qui doit saisir le procureur de la République si nos comptes sont frauduleux, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un garde-fou qui est complètement efficace, tu vois. Ah, ça oui, c'est très efficace. Maintenant, oui, il faut qu'il y ait une forme de pression, et c'est comme ça que je vois l'exemple que tu cites aussi. J'ai lu pas mal d'articles étonnamment publiés par Bloomberg qui parlaient des questions de diversité, d'inclusion dans les venture capital. Et en fait, ce qu'ils disaient, c'est que comme il y a zéro pression,
en fait, il n'y a pas d'obligation de résultat de ce côté-là. On peut mesurer l'impact d'initiatives de diversité, d'inclusion, etc. dans des boîtes, ça se fait. Mais le souci, c'est que, je sais pas, moi, si je suis une boîte comme ça et que je m'en fous, et qu'on me donne de l'argent et que mon produit, il avance, et que tous mes employés, ils ont l'air contents ou sinon ils ont peur, si je suis pas sous pression, si je me sens pas, si ma boîte va continuer de rouler et si je peux continuer de faire ce que je veux, pourquoi est-ce que je ferais des efforts dans un autre sens? Voilà, moi, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui en France. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'argent dans nos milieux. Il y a beaucoup de boîtes, d'ailleurs ça m'étonne toujours, certaines boîtes reçoivent de l'argent gratos, mais voilà, il y a de la thune. Mais en fait, je vois qu'il y a certaines boîtes qui, honnêtement, auraient beaucoup de travail et de ménage à faire. Et finalement, je sais qu'on leur pose pas de questions de ce côté-là, ou alors on les pose mal, ou alors on ne mesure pas. Et je trouve ça vraiment très très dommage. Il y aurait peut-être un coup à jouer s'il y avait une pression financière. Parce que, genre par exemple, typiquement, et le parallèle, tu viens de dire si il est malhabile ou pas, parce qu'à chaque fois que je le fais, je me prends une tape. Mais s'il n'y a pas le pourcentage de travailleurs handicapés dans les entreprises, elles doivent payer une amende pour l'insertion des travailleurs handicapés dans les entreprises, tu vois. Mmh. Et au final, ça marche. Enfin, je veux dire, ça montre bien qu'il y a un quota et que le quota, il sert à quelque chose. Exactement. Et j'ai beaucoup pensé à cet exemple-là, en fait. À ce que je me suis dit. Ouais. Non, mais en fait, je comprends exactement. Je sais pourquoi c'est toujours très gênant quand on parle de quotas. Je sais qu'il y a des gens qui se disent déjà qu'ils ont peur qu'on ne les voit plus du tout, alors qu'on les voit tout le temps. Mais bon, voilà, c'est pas la question. Il y a des gens qui se disent ça, et il y a des gens qui sont pas à l'aise avec cette idée-là, qui pensent que la méritocratie existe et que du coup, on briserait le mythe de la méritocratie en faisant ces choses-là. Moi, ce que je veux répondre à ça, c'est que déjà la méritocratie n'existe pas. Ensuite, le but des quotas, c'est de donner des opportunités à des personnes qu'on ne verrait pas autrement. Le fait de se dire que si on a 2 candidats et que j'ai un candidat homme, j'ai un candidat femme, et ils sont plus ou moins équivalents, je vais prendre plutôt la candidate femme, en fait, il n'y a rien de mal là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas mérité sa place. Ça veut juste dire que je vais donner une opportunité à cette personne de venir chez moi et d'avancer avec moi. Et de toute manière, le candidat homme, faut voir les choses en face, il aura plus de facilité à trouver du boulot. Tu sais, j'ai des copains qui pensent que comme il y a beaucoup moins de femmes dans la tech, aujourd'hui, tu es une femme, tu trouves du travail plus facilement dans la tech qu'un homme. Ah ouais, mais j'ai déjà lu quelque chose de similaire. Mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris que d'une part, inverser les rôles de cette façon, c'est vraiment très cynique et vraiment pas très honnête. Moi, je me sentirais jamais privilégiée en tant que femme dans les milieux du numérique parce que, déjà, c'est une minorité de nombre. Donc, si on a besoin de se faire entendre quelque part, lol, nos voix vont être noyées très très facilement. Et puis, faut pas aussi oublier une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont de façade. Les gens qui disent, alors pas tous, pas toutes les boîtes, mais certaines boîtes qui disent on veut recruter plus de femmes, etc. C'est des boîtes qui ont besoin de se dire qu'elles ont réussi à le faire. En fait, il y a des objectifs et en général, le but, c'est d'améliorer un produit, parfois d'avoir l'air cool aussi, d'avoir l'air sympa parce que voilà, j'ai été gentille, j'ai des femmes autour de moi. Allez, donnez-moi des tapes dans le dos. En fait, bon, c'est un peu décousu ce que je raconte. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que une personne, une femme développeuse qui cherche du boulot ne sera jamais avantagée. Et le fait de voir des sociétés s'engager pour engager plus de femmes, en fait, c'est un premier pas, mais ça ne fait pas tout. À quoi ça sert de recruter une femme développeuse si c'est pour la harceler derrière et lui sortir que c'est une beurrette à chicha? Pardon, mais le chemin, en fait, ce n'est que le début du chemin. Dire qu'on veut faire des quotas, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode qui a fait ses preuves en plus. C'est une méthode comme une autre, mais derrière, il faut pouvoir accueillir ces femmes-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas très honnête de dire que c'est plus facile quand on est une femme de trouver du boulot dans la tech que quand on a un homme, parce que quand on est une femme, on se pose infiniment plus de questions.
Parce que parfois on doit effacer toute trace de féminité. J'ai connu des développeuses femmes qui ont fait ça, et même moi à l'époque je l'ai fait pour pouvoir m'intégrer, où j'ai effacé toute trace qui faisait de moi une femme qui aime porter du rose. Voilà, c'est toujours plus compliqué. Et je pense que ces personnes-là qui pensent ça doivent écouter ce que nous racontons, écouter ce que nous disons de nos expériences, et en particulier les expériences qui sont de mauvaises expériences. Il faut que ces personnes-là nous écoutent et acceptent notre expérience et se disent qu'il y a du vrai là-dedans. Et c'est pas parce que un homme n'a jamais observé ça autour de lui qu'il n'avance pas avec des œillères, et aussi qu'il a raison, parce qu'après tout, c'est pas une femme. Ouais. Et puis même, en fait, on peut avoir l'impression que tout va bien, mais c'est souvent parce qu'on n'a pas posé la question, quoi. Ouais, c'est ça. Parfois, on pose pas la question, on n'y pense pas. Et puis, voilà. Enfin, moi, si j'étais un homme blanc, valide, etc., honnêtement, je me poserais même pas de questions. Et la plupart des personnes dans cette situation ne se posent pas ces questions-là. Donc, le mieux, c'est d'interroger les personnes concernées avec du tact, bien sûr, et d'écouter. Écouter dans le respect. Et montrer un minimum d'empathie. Ça, c'est vraiment la base, plutôt que de se dire que maintenant on est dans une victimisation inversée, etc. Enfin non, ça c'est pas honnête, c'est pas honnête du tout. Et savoir écouter et faire preuve d'empathie, c'est ça, être safe, être woke. C'est j'en parlais pas. Je vois ce que tu veux dire par woke. C'est pas un mot que j'affectionne, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, écouter, c'est hyper important pour s'éveiller. Écouter, montrer un minimum d'empathie quand on est capable. C'est bien, c'est super important. C'est la base pour moi. On peut pas savoir comment avancer sur un sujet tant qu'on se documente pas sur le sujet. Hein. Quand on écrit un mémoire, on l'écrit pas ex nihilo, on commence à faire des recherches, à lire dans les livres, aller sur les sites internet, etc. En fait, c'est la même chose quand il s'agit de créer des environnements sécurisés pour toutes et pour tous. Enfin, pour moi, les personnes majoritaires ont un rôle hyper important à jouer là-dedans. C'est vraiment s'éveiller de cette façon en commençant par écouter. On n'est pas tous obligés d'éclater 3 livres de 500 pages par semaine avec des outils théoriques, etc. On n'a pas tous le temps, on n'aime pas tous ça. Moi, j'ai la flemme. Voilà. Mais la base, c'est d'écouter et avoir de l'empathie. Et puis le stade suivant, c'est accepter d'être mal à l'aise. Savoir entendre les remarques des autres, des personnes concernées, et se battre pour que chacun puisse trouver sa place. En vrai, à 57 minutes, les gens ils vont plus être choqués derrière maintenant. Se documenter, en plus, en vrai, c'est pas. Moi, je pensais que c'était pas tellement un effort, tu vois, mais j'ai un exemple qui est venu récemment, tu vois. Moi, j'habite à Lille, j'ai des amis dunkerquois. Et à Dakar, il y a le carnaval où il y a des gens qui s'habillent en noir, tu vois, qui font une blackface complète, tu vois. Et j'ai des amis Dakar, ils disent non, c'est pas raciste, on n'est pas des gens racistes et tout, c'est pas méchant dans l'intention et tout. Et puis une fois que t'as passé ce moment violent-là, si la personne est encore là pour la conversation, tu peux dire, mais en fait, tu te rends compte quand même de la réalité du commerce triangulaire, pour utiliser le mot sympa, tu vois. Et en fait, c'est incroyable de se rendre compte que les gens sont au courant de rien du tout, quoi. Ouais. C'est non, c'est vrai. Je trouve, et du coup, on peut parler avec cynisme de Nantes et de Bordeaux, mais là, en vrai, les gens, ils sont pas documentés. C'est incroyable. Ouais, je mettrai un i sur YouTube avec la vidéo de Nota Bene, qui est très appropriée. Non, mais les gens ne savent pas, et puis on n'apprend pas ça à l'école. Enfin, c'est des chapitres qu'on saute. Moi, c'est ce que je dis souvent, et ça me fait toujours rire. En fait, l'enseignement de l'histoire en France, c'est on parle vite fait de l'Antiquité, d'Égypte, des Grecs et tout ça. Et puis après, on parle pas du Moyen Âge parce que soi-disant il s'est rien passé. Après, d'un seul coup, on parle des Lumières. On parle de Christophe Colomb, disons que c'était un génie et un explorateur. Et puis après, on fait un petit saut, on parle de la Révolution vite fait, comme si ça avait duré 2 heures. Et puis après, on parle vite fait de Napoléon. Et après, on fait un grand saut dans le temps.
on parle pas trop de la Prusse, et d'un seul coup, c'est la Première Guerre mondiale. Et en fait, il y a plein de choses dont on ne parle pas. Les gens sont pas au courant, les gens ne savent pas. Mais on peut parler de la défaite de Napoléon III à Sedan sans parler de la Commune de Paris à l'école. C'est fantastique. Ah ouais, non mais c'est comme ça. Les programmes scolaires sont faits ainsi, et c'est ce qui fait que les gens ne savent pas. Après, moi, ce que je trouve assez frappant dans cette histoire de barbouillage dans le carnaval de Dunkerque, j'ai entendu parler de ça, et c'est ce qui fait que je mettrai jamais les pieds à Dunkerque. Genre, je n'irai jamais en randonnée vélo à Dunkerque. Mark my words. Moi, ce qui me choque beaucoup là-dedans, c'est que des personnes concernées, donc des personnes noires, leur disent « Eh oh, c'est raciste et déshumanisant ». Et des personnes blanches disent « Ben en fait, moi qui n'ai jamais vécu de discrimination raciale et qui n'ai jamais été esclavisée, enfin mes ancêtres n'ont pas été esclavisés dans le cadre du commerce triangulaire, moi, je trouve que c'est pas raciste, donc merci de me laisser m'amuser pendant le carnaval de Dunkerque. » Et c'est ça que je trouve super indécent, c'est que les personnes concernées prouvent par A plus B et ont des arguments historiques, des arguments théoriques, etc. Ils disent, voilà, c'est chaud de faire ça, et en plus, ça me fait mal. J'ai l'impression de ne pas être une personne humaine. Et il y a des gens qui vont continuer de dire... en fait, c'est cool, je comprends pas pourquoi tu le vis mal. Pourtant, les choses sont claires, les choses sont dites. C'est difficile. Mais toi, du coup, dans ta position d'homme blanc, quand tu leur dis ça, moi, je trouve ça un petit peu choc que ça n'interroge personne. Que moi, en tant qu'homme blanc, j'en parle, ce soit gênant. Non, que justement, t'en parles et que ces personnes-là ne t'entendent pas du tout. Toi, tu dis que c'est déshumanisant et que c'est pas cool, mais ces personnes-là sont genre, mais non, t'exagères. Parce qu'en fait, ce qui les blesse, ce serait qu'on leur fasse le procès d'une intention malveillante. Alors que eux, ils ont pas vu d'intention malveillante, tu vois. Mm-hmm. Et ils veulent pas qu'on leur colle une étiquette malveillante, alors que tu leur dis pas, genre, je suis pas en train de dire que tu es une personne malveillante, je dis juste que ce comportement-là fait partie d'un processus généralisé, d'une culture généralisée qui est pas du tout inclusive, quoi. Hein, qui clairement vise à déshumaniser une partie de la population. Moi, ça me plaît pas, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Mais ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a la question des intentions et de l'impact. Quand j'ai envie de faire quelque chose de gentil et que je finis par détruire quelqu'un, oui, c'est vrai que c'est pas facile à entendre. Encore ce fameux malaise. Et là encore, alors là, c'est au-delà du malaise, hein, c'est conflit, hein, clairement. C'est la grosse blessure, c'est la trahison. J'ai toujours tout fait bien, je suis super sympa, et là, t'es en train de dire qu'il y a un truc que je fais depuis le début qui est pas bien. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, mais c'est comme quand une fois j'ai fait remarquer en subtweet qu'un de mes anciens collègues avait des comportements clairement sexistes, et qu'en fait sa première réaction ça a été de se placer, enfin d'être sur la défensive et gaslighter un peu, et aussi dire que il était gentil, donc il a pas pu faire quelque chose de entre guillemets méchant, alors qu'il s'agit pas de savoir s'il est gentil ou méchant. La question, c'est de savoir si est-ce que parfois on fait pas des erreurs, et comment est-ce qu'on fait pour réparer ces erreurs-là? Comment est-ce qu'on fait pour les accepter, pour les comprendre et pour avancer? C'est encore plus grave de pas reconnaître son erreur, de pas s'excuser. Parce que, tu vois, par exemple, moi, des fois, j'ai eu des comportements qui étaient pas ouf, d'être bienveillant, enfin, qui étaient pas hyper bienveillants. Alors, de mon point de vue, c'était pas gênant, mais maintenant, je prends du recul, je me rends compte que j'ai pas... Tu sais, à la première rencontre avec une personne, du coup, t'as pas envoyé des bons signaux, quoi. Et si tu t'excuses pas, la personne, elle pense que c'était normal pour toi, tu vois. Et elle pense que t'as été pas bien 1% du temps, tu vois. Et si tu t'excuses pas, elle pense que 99% du temps, tu trouves ça normal, tu vois. Mm-hmm. Donc, non, mais en plus, ça coûte rien de s'excuser quand tu considères que ton comportement ne correspondait pas à ce que tu voulais d'idéal de toi. Je pense que commencer par là, tu vois. Après, tu ne le referas pas. Ouais, c'est super important, et c'est une marque d'empathie aussi, hein, de dire pardon, je reconnais que j'ai fait telle ou telle chose et que c'était pas cool. Parfois c'est beaucoup plus facile, et ça demande beaucoup moins d'énergie que de la gymnastique intellectuelle bizarre, tout ça pour pas admettre ses erreurs. En fait, parfois il suffit de dire pardon, et puis on peut avancer comme ça. C'est un premier pas.
S'il y avait plus de gens qui faisaient le premier pas, déjà, ce serait pas mal. C'est clair. Ok, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton accueil. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux garder les 2 dernières minutes du podcast de l'enregistrement? Bon, en fait, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faut apprendre. Ah si, j'ai une dernière chose à dire. Si c'est une chose qui est importante pour moi, parce que là, du coup, on s'est demandé comment faire pour avancer sur ces sujets-là. Il y a aussi une chose importante, c'est que personne n'est parfait et tout le monde peut faire des erreurs. Et même les personnes qui se battent et qui militent tous les jours peuvent faire des erreurs. Ce qui serait très dommage, c'est de tomber dans le piège de la pureté militante et de demander à ces personnes-là de tout le temps être nickel, parfaite, etc. C'est normal de pas dire, parfois pas dire ce qu'il faut ou de parler trop vite ou voilà. C'est important de garder son cœur ouvert, même quand les situations sont pas idéales. Donc le but c'est pas d'être un super héros de l'antiracisme et de l'antisexiste du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas de commencer quelque part, de commencer par accepter certaines choses, accepter d'être mal à l'aise, écouter, développer son empathie, faire des recherches quand on en a envie, quand on peut, et surtout rester ouvert. Ok, merci beaucoup Cindy, c'était super cool. Merci beaucoup Damien. Allez, à bientôt.